Depuis les récentes crises qu'ont connues la Côte d'Ivoire, je veux parler des crises post-électorales de 2002 et de 2010. La région de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, n'a pas fini d'exorciser ses démons. Une spirale de violence et de conflits surfe sur la région. Et pour y remédier, un ensemble d'acteurs et de cadres œuvrent à la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Ce mouvement est porté par Aimé Clarisse Wadi. Elle est l'invitée de ce numéro de l'entretien du jour sur Sika TV. Aimé Clarisse Wadi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Sika TV de me donner l'occasion de revenir un peu sur les événements qui se sont passés récemment à l'Ouest, précisément dans la ville de Bleulequin, chez moi. Je voudrais d'entrée de jeu présenter toutes mes condoléances aux deux familles, à la famille du jeune homme, à sa mère, à toute la population de Bleulequin et aussi aux gendarmes qui malheureusement a été aussi tué pendant ces événements-là. Ces événements m'ont permis de voir un peu la difficulté de la tâche du journaliste aussi, parce que le journaliste Christ qui vous êtes a été malheureusement molesté. La Côte d'Ivoire tente de penser ses plaies des récentes crises sociopolitiques qu'elle a vécues, mais à l'ouest de ce pays, on a comme le sentiment que ces plaies ne guériront jamais. Pourquoi l'ouest de la Côte d'Ivoire semble être aussi fragile? Ah, c'est l'impression que vous avez. Nous, on n'a pas l'impression qu'à l'ouest, les plaies ne guériront pas. Au contraire, aujourd'hui même, nous pensons que les plaies sont pensées ou sont en train d'être pensées. Les gens sont revenus du Libéria. L'ouest a commencé à revivre. Aujourd'hui, quand tu arrives à Diokwe, quand tu arrives à Djiglo, quand tu arrives à Bleulequin, à Touloupleu, tu vois que la vie a repris. Toutes les institutions sont revenues, tous les services sont ouverts, les populations vaquent à leurs occupations. Nous pensons que les plaies sont en train d'être cicatrisées. Mais si vous avez toujours cette impression que les plaies ne guérissent pas, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui restent à être faites par l'État. Et donc, nous souhaitons que ce qui reste à être fait soit fait et que l'État ouvre les regards sur les projets de développement qui sont exécutés à travers la Côte d'Ivoire et que l'Ouest soit aussi pris en compte. Sinon, nous sommes en train de penser les plaies. Justement, nous l'avons dit, beaucoup de familles, à la faveur de cette crise de 2010, ont élu domicile au Libéria. Comment s'est fait le retour et comment ces personnes réapprennent aujourd'hui à tourner le dos à ce passé douloureux? Écoutez, après la crise, juste après la crise, le gouvernement a envoyé une délégation ministérielle au Libéria pour parler aux populations. Il y a eu l'action des ONG et il faut surtout remercier ces ONG, ces organisations internationales-là. Il y en avait plusieurs et beaucoup sont allés au Libéria pour sensibiliser les populations quant au retour. Parce eux tous avaient laissé leurs biens pour se réfugier au Libéria. Et il fallait qu'ils reviennent. Il y avait leurs maisons qui devaient être reconstruites. Il y avait des mesures d'accompagnement qui avaient été mises en place pour les accueillir, pour les recevoir. Aussi, il y a eu, comment on appelle ça, des mesures d'accompagnement même sur place pour les inciter au retour. Et donc, par vague, avec l'action du HCR, et il y avait le Conseil danois et avec Children of Africa, pratiquement toutes les organisations internationales étaient sur place pour inciter ces personnes-là à revenir sur leur terre, car nul n'est mieux que chez soi. Et donc, vraiment, le gouvernement a mis une politique en place pour que toutes ces personnes-là reviennent à la maison. L'un des plus gros problèmes de cette région, c'est le foncier et la forêt suscite beaucoup de convoitises. Comment mettre fin à ces conflits qui opposent très souvent autochtones et allogènes? À ce niveau, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt l'application de la loi sur le foncier. Sur le foncier rural, la loi de 1998 sur le foncier doit être appliquée dans toutes ses dimensions. Permettez-moi de revenir un peu sur la précédente question
parce que j'avais omis que il y a eu le programme présidentiel d'urgence qui consistait à créer des infrastructures à la demande des populations, que ce programme-là a créé. Chez nous, par exemple, dans notre village, nous avons eu un foyer. Il y a d'autres qui ont eu des logements, des sages-femmes et autres. Et donc, ce programme-là a créé des infrastructures en vue de faciliter le retour de ceux qui étaient exilés. Et à leur retour, il fallait que la vie sur place leur soit facilitée. Et donc, il y a eu plein de projets comme ça qui ont été mis en place, qui ont été créés, qui ont vu le jour à la faveur du retour des exilés. On accuse très souvent les étrangers, en particulier les populations Mossi venues du Burkina, d'occuper illégalement les terres, même si pour la plupart, ils ne détiennent pas de titres fonciers. Dans la majorité des cas, les parcelles qu'ils occupent l'ont été vendues par des guerriers propriétaires terriens. Il faut dire que les responsabilités sont partagées. Moi, je ne parlerai pas de vente de terre. Parce que, et il faut aussi préciser, il ne faut pas indexer toute une catégorie de personnes. Parce que autant il y a eu des cessions au niveau des Burkinabés, autant il y a eu aussi des cessions au niveau des Ivoiriens qui avaient les moyens. Et donc, dans un premier temps, il y a d'abord le propriétaire terrien, en fait, qui cède sa portion des terres dans l'ignorance totale de la loi. Parce que la loi, elle a été prise, elle n'a pas été vulgarisée. Nous sommes en ville, nous avons la capacité de voir, comment on appelle ça, des pubs à la télé, il y a des messages de sensibilisation. Mais il faut comprendre, il faut noter que cette population au niveau des villages, elle est analphabète. Et donc, ce n'est que par sensibilisation, par la publicité, la vulgarisation de cette loi-là, qu'elle peut prendre connaissance de cette loi, avoir conscience de cette loi avant de faire une cession à qui que ce soit. Malheureusement, cette loi n'est pas vulgarisée. Il a fallu, à la faveur de la crise, que lorsque les populations ont commencé à faire la conquête de terre, là, que maintenant l'État a pris des initiatives de parler en langue, de faire un peu de pub sur le foncier rural. Sinon, tout le monde le sait, en Côte d'Ivoire, la terre ne se vend pas. Tout récemment, cette région a vécu une crise. Je veux parler de la crise autour de la forêt sacrée du Gouandébé. Vous êtes cadre de cette région. Quel commentaire? C'est un peu déplorable, mais Dieu merci, le gouvernement a pris le problème à bras le corps en mettant un comité interministériel sur place qui est en train de travailler à la résolution définitive de cette crise. Et donc, moi je dis merci au gouvernement, mais il faut que tout cela aille jusqu'au bout afin que définitivement les crises liées au foncier rural soient résolues à l'ouest, parce que ça nous tue. Il faut que définitivement ça prenne fin. Aujourd'hui, concrètement, quels sont les défis qui s'offrent à la ville de Bleulequin en matière de développement rural et urbain? Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des grands défis qui attendent Bleulequin, surtout les défis du développement. Les défis du développement parce que lorsque nous regardons la commune, le budget qui est alloué à notre commune, c'est entre 70 et 80 millions. Lorsqu'on enlève les charges de fonctionnement, il ne reste plus grand-chose. Et donc, il est impérieux pour nous, fils de Bleulequin, de se retrouver chacun à son niveau, d'entamer des actions de développement. Parce qu'on n'a que Bleulequin. Et si on ne développe pas Bleulequin, personne ne viendra le faire à notre place. Et donc, il est temps que nous allions à la conquête de l'investissement. Nous allions à la conquête de l'investisseur privé, qu'on n'attende pas tout de l'État. Aujourd'hui, il est impérieux pour nous de faire des partenariats. D'autant plus que lorsque nous voyons le budget de la commune, ce n'est pas un budget
qui peut apporter le développement à la commune. Et donc, lorsque nous entendons aujourd'hui par-ci, par-là, il y a une usine de manioc qui est en train d'être créée à Mans, il serait aussi intéressant à Bloléquin qu'on crée ce même genre de choses. Une autre usine, peut-être de riz ou bien même de manioc à Bloléquin. Au niveau de Djiglo, il y a excusez-moi, ce n'est pas une publicité, mais il y a une usine de caoutchouc là-bas, voire même 2 à 3 usines de caoutchouc. Il serait intéressant qu'on reproduise la même chose au niveau de Bloléquin, voire même une usine de transformation du cacao, parce que c'est une zone une zone cacaoyère. Cela va occuper la jeunesse, cela va occuper les femmes. Comment appréhender le futur, construire le présent et oublier le passé dans cette région qui a tant souffert des conflits internes? Aujourd'hui, on a besoin de nous retrouver à Bloléquin. On a besoin vraiment du pardon. On a besoin d'oublier un tant soit peu. On a besoin d'avancer. Et donc, ce que je souhaiterais, déjà dans le cadre de la sensibilisation à la cohésion sociale, on a déjà fait un grand pas. Le pas de s'accepter mutuellement, le pas d'accepter ceux qui sont venus et qu'on a reçus, avec lesquels nous vivons en parfaite symbiose. On a fait le pas du vivre ensemble. Parce qu'on est obligé de vivre ensemble. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut développer notre département, notre petite commune. Aimée Clarisse Ouadi, nous sommes presque au terme de cet entretien. Un dernier mot? Je tiens d'abord, une fois de plus encore, plutôt à remercier Sika TV, parce que ça n'a pas été facile d'aller jusqu'à 525 km d'Abidjan. Chez nous à Bloléquin, chaque fois qu'on vous sollicite, vous êtes présent pour relever les problèmes que nous vivons à Bloléquin. Et pour cette fois-ci, comme tout bon journaliste qui va toujours au cœur de l'action, dans le feu de l'action, malgré votre état, vous avez tenu à faire cette interview-là. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre disponibilité, pour votre acharnement au travail, surtout au travail bien fait. Et dire merci à la population des Bloléquins qui a accepté le pardon des autorités gouvernementales. Remercier les autorités militaires qui, bien que ayant perdu un des leurs, est resté calme, est vraiment resté calme. Je voulais vraiment leur dire merci. Merci pour la paix qui est en train de revenir, qui est revenue d'ailleurs, parce que les activités ont repris au niveau de Bloléquin. Je sais que ce n'est pas facile, mais on a besoin de cette paix-là. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin du développement. Et sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Donc, je voudrais sincèrement vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'exprimer sur notre petite commune. Merci à Sika TV. Merci aux autorités des Bloléquins, à la jeunesse. Merci aux autorités militaires préfectorales. Merci à tous ceux qui sont en activité à Bloléquin, qui chaque jour se donnent pour le développement de Bloléquin. Merci à toutes les couches socio-professionnelles au niveau de Bloléquin, à toutes les femmes. Et une fois de plus, je voudrais vous dire, nous avons besoin de vivre ensemble. Nous avons besoin d'aller de l'avant. Nous avons besoin de nous serrer les coudes afin que le développement que nous attendons des Bloléquins, que nous l'obtenons effectivement dans le nom de Jésus. Je vous remercie. On espère que ça ne sera pas une prophétie de trop et que la paix reviendra définitivement dans cette région de la Côte d'Ivoire. Aimée Clarisse Ouadi, cadre de Bloléquin, œuvre pour la cohésion et la promotion de la paix dans cette région de la Côte d'Ivoire. Elle était notre invitée dans le cadre de l'entretien de jour sur Sika TV. Merci de rester fidèle à nos programmes.